Bonjour, 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 bonjour. Là, on va passer aux choses sérieuses. On entre, on partage, on entre, on partage. On entre, on partage le live. On entre, on partage le live. Voilà, maximum de partage. Nous allons accueillir Monsieur Dieudonné Somba qui va nous donner son point de vue sur l'actualité. Et nous allons aussi accueillir notre frère VP de Londres qui va aussi donner son mot parce que vous savez. Et après, nous allons suivre l'actualité. Nous allons parler aussi de l'asile politique. Nous allons parler de beaucoup de choses. Vous avez remarqué, je fais beaucoup de vidéos parce que ma page, elle est restreinte. Voilà pourquoi je fais beaucoup de vidéos. Donc, étant donné que la page d'Amer Kamé est restreinte, ça veut dire que partagez au maximum. Partagez au maximum parce que nous allons recevoir Monsieur Dieudonné Somba qui va nous donner son analyse sur l'actualité, qui va nous donner son point de vue sur ce qui se passe. Nous allons parler aujourd'hui de justice pour Martinez transformée en affaire pour Amourou Belinga. Nous allons essayer de donner notre point de vue en tant qu'observateur sur cette histoire-là, parce qu'on ne peut pas quand même, en tant que Camerounais, nous continuons à mettre la pression pour que justice soit faite, justice pour Martinez soit, la justice sur la mort de Martinez soit établie et que ceux qui sont, comment on va dire, et que ceux qui sont impliqués soient condamnés. Donc, vous continuez à partager le live. N'oubliez pas, le live ne se signale plus comme avant. Avant, on pouvait signaler le live. Oui, Monsieur Dieudonné Somba est là. Je vais le demander. Je vais le prendre directement. Attendez, envoyez l'invitation. Voilà, Monsieur Dieudonné Somba est là. Donc, aujourd'hui, pendant que vous êtes là, vous allez vous partager pendant que vous êtes là. Vous partagez dans tous les groupes. Ne laissez pas les mêmes personnes partager parce que quand c'est les mêmes personnes qui partagent, vous remarquerez toujours qu'après, ils sont bloqués. Ok, ça tombe bien. Bonjour, Monsieur Dieudonné Somba. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, je vous entends. Ah, ok, d'accord. Ça nous fait, franchement, moi, ça me fait plaisir parce que c'est la deuxième fois que je vous rencontre. Une première fois, je vous avais déjà rencontré ensemble. Donc, on vous remercie de votre disponibilité et on vous remercie surtout de nous éclairer en tant que patriarche. Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous devenez un monument dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous avez vu, vos lives sont écoutés. Vos lives sont écoutés par tout le monde. On coupe vos lives, on regarde, on réécoute parce que vous donnez souvent un point de vue qui est vraiment très, 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 très intéressant et surtout que vous êtes réel, vous êtes vrai. Ça veut dire que quand vous avez votre mot à dire, vous le dites d'une façon crue. Donc, bonsoir. Et maintenant, on va commencer par la question la plus simple. Les internautes veulent savoir comment tu as commencé l'école, les diplômes que vous avez eus, le statut que vous avez aujourd'hui dans la vie civile. Bon, en tout cas, de manière très brève, parce que ça fait très longtemps, j'ai fait ma formation en VAR, école primaire, enseignement secondaire, premier cycle, à Jean 23 de Fort, second cycle au collège Montpetit. À l'enseignement supérieur, j'ai fait l'université de Yaoundé, puis j'ai fait un bref passage à l'école polytechnique, puis je suis entré à l'Institut de statistique. Après, j'ai été au Centre européen de formation des statisticiens, des ingénieurs des statisticiens économistes pour les pays en voie de développement, c'est-à-dire une filiale de l'ENSAI, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique de France.
je suis ingénieur statisticien économiste. C'est mon statut. Ok. Ok. Bon, en gros, on va entrer dans le vif du sujet aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est justice pour Martinez transformée en affaire à Mourbelinga. Et c'est ce qui, tout le monde est là pour ça. Pendant, pour tous ceux qui sont là, continuez à partager le live, continuez à partager massivement le live. Et la première question qu'on va poser, parce qu'on va aller pas à pas, depuis l'assassinat du journaliste Martinez, est-ce que, selon vous, vous avez l'impression que les autres, c'est-à-dire que l'enquête qui a été mise par le chef de l'État, est-ce que l'enquête-là est vraiment suivie telle que le chef de l'État l'a implémentée, ou bien il y a des embuscades dans cette enquête, ou bien il y a des enquêtes sous des enquêtes? On aimerait avoir votre point de vue là-dessus. Non, en tout cas, je ne suis pas là pour juger les institutions camerounaises. Mm-hmm. Qui a fait son travail. Là-dessus, je n'ai pas d'observation. Mais je donne mon sentiment citoyen sur la base de faits qui sont à ma disposition et d'un certain nombre de comportements auxquels on devrait s'attendre. Je pense que cette enquête a été plutôt mal embarquée, en ce sens que le sentiment et l'émotion ont pris le pas sur la raison. On a interpellé à Montpellier, hein. Objectivement, je ne vois pas sur quelle base, parce que il y a le motif qu'on donne, c'est un motif qui ne tient pas. C'est-à-dire que quelle était la motivation d'assassiner Martinez? Martinez ne disait rien de nouveau sur Amour-Belin. Amour-Belin était un opérateur économique qui a bénéficié, comme d'ailleurs des milliers d'autres, d'un certain nombre d'appuis de l'État. Ces appuis ont été donnés de manière parfaitement légale, que ce soit des interventions sur la ligne 94 ou d'autres lignes, que ce soit les marchés publics, c'est des moyens par lesquels l'État du Cameroun aide les hommes d'affaires. Et donc, à Montpellier, même si on peut avoir à redire sur un tel aspect ou tel autre, c'est-à-dire le fait qu'on pense qu'il a été privilégié, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais le fait est que ce qu'il a fait est parfaitement légal. Il n'y a rien, et puis c'est quelqu'un extérieur à l'administration. Bon, donc, ce que Amoun a obtenu est connu de l'administration. Ce n'est aucun secret. D'ailleurs, Martinez n'est pas le premier à parler de ces lignes. Gilbert Bangola en a fait un combat pour dénoncer ce qu'il qualifiait d'avantages exorbitants au point à Moubelina sur ces lignes. Et il a fait des années auparavant. Donc il n'y avait absolument rien qui pouvait justifier l'assassinat de Martinez au Papa. Il ne disait rien de neuf, c'était des ragots qu'on retrouve qu'on trouvait d'abord sur Internet partout. S'il y avait quelqu'un pour assassiner Martinez, c'était les fonctionnaires. C'est eux qui sont responsables. Ce n'est pas Moubelina qui est bénéficiaire, qui allait assassiner, puisqu'il n'a rien fait. Il a bénéficié. Vous avez bénéficié de quelque chose. Vous n'êtes pas l'auteur. À côté de ça, il y a aussi même le comportement d'Amour-Belina vis-à-vis des gens, de ses détracteurs. Il a un premier moyen d'action, puisqu'il dispose lui-même de ses médias. C'est-à-dire, en cas d'attaque, s'il ressent quelque chose comme une attaque, il utilise ses médias pour concret. Et en second lieu, il pouvait attraire Martinez devant la justice. C'était quand même pas un gros morceau pour lui. S'il a réussi par la justice à emprisonner
Gilbert là qui se prévaut partout comme le fils du chef de l'État lui-même, à plus forte raison qui était Martinez. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on voit au niveau de la stratégie des acteurs, on se rend compte que ça ne peut pas marcher. Il n'avait absolument aucune reprise. Martinez ne représentait aucun danger, aucun risque pour lui. Aucun. Il ne faisait que répéter les ragots que tout le monde connaissait. Moi, je connais l'année 94 parce que quand je travaillais encore au Minepat, j'étais en charge de l'analyse technique des dossiers qu'on soumettait comme demande d'appui. Donc, je sais de quoi je parle. C'est des histoires. Donc, quand on les a... Et enfin, il faut être fou pour que quelqu'un aille dire à la télé, à la radio, que tel va me tuer et immédiatement vous allez le tuer. Un homme aussi fou qui aurait posé ce genre d'acte ne peut pas être ce qu'Abou était. Parce que c'est quand même le minimum de l'intelligence. Donc moi, je trouve ça, c'est grotesque. C'est absolument grotesque. Ce n'est pas conforme au comportement du personnage, ce n'est pas conforme à la raison. Il y a une autre côté. Monter comme ça. Mais la question qu'on se pose, est-ce que pour arrêter Amourou Belinga, est-ce qu'il fallait vraiment tout cet arsenal qui a été établi, ou bien c'était vraiment un règlement de compte? Parce que ce soit l'arrestation d'Amourou Belinga, que ce soit l'investigation qui a été mise autour d'elle, on a l'impression que nous, l'opinion publique, nous avons l'impression que c'est comme si cette affaire est un règlement de compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, on peut mettre ça dans le cadre peut-être des combats politiques, parce que ce n'est pas nécessairement un règlement de compte. Il y a une dimension règlement de compte, il y a aussi une dimension stratégique, c'est-à-dire peut-être museler en temps. Oui. Vous savez très bien ce qui se passe autour de la succession du chef de l'État qui est déjà oui. N'est-ce pas? Et qui aujourd'hui est tiraillé entre plusieurs camps qui essaient de se positionner pour le remplacer. Donc, on peut... Bon, on va commencer par les dernières nouvelles, parce qu'apparemment, depuis hier, nous avons l'impression qu'il n'y a jamais eu d'autopsie sur le corps de Martinez, parce que les avocats ont refusé l'inhumation du corps sans une nouvelle autopsie. Je ne sais pas ce que vous avez votre point de vue sur cette affaire. Bon, une fois de plus, je n'ai pas toutes les informations et je ne suis pas juriste. Par contre, il y a quand même deux éléments. Premièrement, on nous avait parlé de l'ADN. Oui. Je ne sais pas si on nous a déjà présenté les résultats de l'ADN. On avait entendu, soi-disant, qu'il n'y a pas de ressources pour une affaire de 400 000 francs. N'est-ce pas? On ne nous a pas donné le résultat de l'ADN. C'est par là qu'on commence, parce que nous ne sommes pas des juristes ou des policiers, mais nous voyons tout au niveau des films. Hein? Il y a des documentaires, des procès dans tous les pays du monde, des documentaires d'enquête. La première chose, c'est l'ADN, l'autopsie, parce que c'est ça qui établit ensuite le lieu du crime. Hein? Et enfin, les mobiles, en cas de on établit. Alors, on se retrouve avec rien de tout ça. Rien. C'est-à-dire, on suppute, on monte les populations. Donc, et ce qui est étrange, c'est qu'on ne fait pas ça à un homme d'affaires de la taille d'Amourou. Ça ne se fait pas dans aucun pays du monde. Parce que lorsqu'un homme a atteint une certaine taille économique, même lorsqu'il a commis un crime, ou on le somme de commettre un crime, on a une double préoccupation. Punir le crime, mais en même temps ménager le patrimoine. C'est-à-dire, parce qu'à travers ce patrimoine, il y a l'emploi, il y a les revenus, il y a les impôts et il y a les devises. Mais lorsque, sur des bases absolument fragiles, on interpelle un homme d'affaires comme celui-là, on est en train de détruire idiotement un patrimoine. Ça,
cependant avoir la certitude. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est on va atteindre une sorte de syndrome de Kafka. C'est-à-dire, l'État ayant commis la faute de l'arrêter injustement, va tout faire pour justifier cette arrestation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va fouiller dans les poubelles, se rendant compte qu'on l'a interpellé par erreur, et comme nous avons un État peu civilisé, qui n'est pas capable de reconnaître que oui, cette fois-ci je me suis trompé, on essaie de légitimer cette arrestation par d'autres motifs qui n'ont rien à voir avec le meurtre de Martinez. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est ça qui est terrifiant. Ok, on va revenir sur l'arrestation de M. Amougou Belinga. Parce que je vais me baser sur le communiqué de presse que les avocats d'Amougou Belinga ont dit la première fois. Parce que dans le communiqué de presse que les avocats d'Amougou ont dit la première fois, c'est que Amougou Belinga a été arrêté sans que Danwe ne dise son nom. Parce que d'après les avocats d'Amougou Belinga, c'est Amougou même c'est M. Amougou Belinga qui reconnaît être en relation avec Danwe, parce que Danwe ni ne pas connaître Amougou Belinga. Sur quelle base donc Amougou Belinga a été arrêté? Est-ce qu'Amougou Belinga a été arrêté par la machine des médias mensonges orchestrés? Parce que nous avons remarqué que tous les médias camerounais, toutes les chaînes de télévision camerounaises et internationales aussi étaient liées contre Amougou Belinga. Est-ce que à partir de là, l'État ne pouvait pas voir que c'est une chasse à l'homme qui avait été déclenchée? Mais le problème ici, c'est que quand vous parlez de l'État, c'est comme si c'était un personnage extérieur à la République camerounaise. L'État est formé des citoyens qui ont intérêt à une élimination d'Amougou Belinga. L'État est formé des citoyens qui ont intérêt à ce que Amougou Belinga soit libre, et l'État est formé des citoyens qui sont neutres. Donc, dans cette histoire-là, nous sommes ici devant un bras de fer. Malheureusement, nous ne sommes plus en justice, nous sommes devant un bras de fer. Donc, des gens tentent d'instrumentaliser les institutions, la police, la justice, tout simplement pour des intérêts, n'est-ce pas, privés et généralement liés à la succession. Donc, bon, la question étant que quel sera le camp le plus fort? Quand vous évoquez la mobilisation médiatique contre Amougou Belinga, ce n'est pas spontané, ça a été fabriqué délibérément. Et quand vous évoquez les contradictions... Moi, je vais poser des questions très directes. Oui. Est-ce qu'Amougou Belinga n'est pas victime de son lien d'amitié avec M. Louis-Paul Motazé, avec M. Laurent Nesso et avec M. Mvonda Yulo? Est-ce qu'Amougou Belinga n'est pas victime de ces liens d'amitié-là? Amougou Belinga est victime de beaucoup d'ennemis. Évidemment, par rapport au combat pour la succession du président de la République, il y a des camps. Il est évident que s'il est dans un camp, l'autre camp ne peut pas l'accepter et l'autre camp va tout faire pour l'éliminer. À côté de ça, il y a aussi d'autres ennemis. Il y a d'abord des ennemis, même des gens jaloux, pas, qui n'acceptent pas son bagou, qui n'acceptent pas son orgueil, entre guillemets, et qui, tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils ne devaient pas avoir ce patrimoine, il faut donc l'éliminer. Ils estiment qu'il a tort. C'est-à-dire que le simple fait qu'il se soit enrichi comme ça, alors qu'il était au même niveau que, rien que ça doit justifier son élimination. Il y a enfin d'autres groupes qui sont dans un positionnement stratégique, n'est-ce pas, pour des batailles de pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'Amougou Belinga dispose quand même d'un des outils stratégiques pour la conquête du pouvoir, à savoir les médias. Vous avez vu qu'en 2018, il a joué un rôle extrêmement important dans le rééquilibrage. Exactement. De la campagne médiatique contre le pouvoir. Il a joué un très grand rôle.
Donc, ceux-là, eux, ils se réjouissent parce qu'un obstacle est parti hors de leur chemin. Cela se réjouit. Ceux qui sont jaloux, ils sont nombreux, hein, sont également contents. Et enfin, certains qui sont dans la lutte pour la succession, ils peuvent même ne peuvent ne pas représenter un grand intérêt stratégique pour eux. Et elles tout simplement emporter dans la bataille. Il ne faut pas oublier que du point de vue de la lutte pour le pouvoir, Amoubou Léon ne représente pas un danger. Mais Écho que lui représente un obstacle. Et lorsque cette histoire a commencé, on a cité le ministre d'État, magistrat, très haut magistrat Laurent Esso, n'est-ce pas? On a cité Moutazé. On a même vu du bruit sur le DSP, le général Aïvo, oui. Tout ça. Et on sait très bien que ça, c'est aussi un camp qui est opposé à l'autre camp. Mais est-ce que ce camp, est-ce que ce camp ne représente pas l'axe fort? Parce que si on parle de camp, ça veut dire que en tant qu'homme d'affaires, normalement, des messieurs comme M. Amourou Beninga, ce sont des gens qui impactent le quotidien civil des Camerounais. Ça veut dire que même son arrestation devrait être une arrestation au moins avec un respect et avec quelque chose, avec un respect déjà par ce qu'il incarne pour le Cameroun et par ce qu'il représente pour le pays, pour ces différents intérêts qu'il a à l'étranger. Est-ce que ça n'a pas été, est-ce qu'on ne voulait pas plutôt le souiller? Est-ce qu'on ne voulait pas plutôt lui montrer qu'il ne pense pas, est-ce qu'il n'est pas victime aussi de son orgueil? Non, disons que bon, ce qu'on qualifie d'orgueil, on connaît ça. Oui, la réussite. C'est-à-dire que bon, quand je qualifie d'orgueil, est-ce qu'il n'est pas victime de sa réussite? C'est mauvais rapport avec certains élus de la République. Bon, il est possible qu'il y ait cette dimension aussi. Mais c'est une erreur technique. C'est une très grave erreur technique. Parce que lorsqu'on veut s'attaquer à quelqu'un, on peut se fragiliser soi-même. Amoubou Beninga, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on est dans une bataille, on doit plutôt s'arranger à l'avoir dans son camp. Pas à l'autre depuis, parce que c'est le seul camp de Yaoundé. Il y a encore qui? Il n'y en a plus. Et vous pensez qu'en l'éliminant, vous fragilisez votre propre base. Il faut aller dans certaines régions, hein, comme aujourd'hui, Betty aujourd'hui, ils n'appellent pas ça. Et il ne faut pas oublier, comme j'ai toujours à le dire, aujourd'hui les gens peuvent parler de République, mais ce n'est pas la République qui maintient bien au pouvoir. C'est d'abord ses soutiens, et parmi ses soutiens, il y a d'abord sa base communautaire. Exactement. Dans les années 90, s'il n'y avait pas, si Biya n'était pas né d'une grande base communautaire des États, et si cette base-là n'avait pas habité la capitale, il aurait subi des grèves de force de la Conférence nationale souveraine qui s'est imposée à tous les autres chefs d'État. Les Mobutu, les Moussa Traoré, celui qui était au Bénin, au Congo, les Sassou Nguesso. Mais Biya est le seul chef d'État à avoir échappé à la Conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié du soutien de sa base communautaire. Ce qui s'agit au palais là, ils pensent qu'ils peuvent rester au palais s'ils n'ont pas une base communautaire qui les protège. Ça, c'est faux. Comme j'ai eu à l'autre dire très souvent, ils seront victimes d'un simple officier. Hein? À partir du moment où ils fragilisent la base, vous ne pouvez pas, dans un endroit aussi clivé que le Cameroun, aussi divers, aussi hétéroclite, aussi hétérogène. Vous voulez convoiter le pouvoir, vous le comptabilisez par vos forces. Et en Afrique centrale, les premières forces d'abord, la base communautaire. Donc c'est une faute grave qu'ils commettent. Vous ne pouvez pas rester au palais de Toudi si vous n'avez pas un soutien communautaire puissant. Ce n'est pas possible.
Tout simplement parce qu'au motif que vous avez un poste administratif, ça ne marche pas. En 84, quand le président Amadou Ahidjo avait laissé le pouvoir à Biya, au président Biya, à mon ami, ce qui a sauvé Biya, ce n'est pas la République. C'est nos camps militaires qui s'étaient opposés à l'autre camp militaire. Et heureusement pour le président Biya, son camp a battu. Mais aujourd'hui, qui vous dit que ça, si vous fragez votre base, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible de rester au pouvoir. Ce n'est pas possible. Si Biya fait 40 ans au pouvoir à Yaoundé, ah mon ami, c'est parce que dans le cadre des rapports de force, il a été plus fort que les autres. Et il n'est fort que parce qu'il a la chance d'être né dans une importante communauté représentant grosso modo le cadre de la constitution du Cameroun et qu'il a pris la capitale. Si la capitale avait été Gago ou bien Bafoussambien, il aurait été renversé depuis. Il aurait été chassé depuis. Donc quand quelqu'un aujourd'hui profite du pouvoir de Biya, en oubliant que ce pouvoir-là repose lui-même sur un certain socle et qu'il faut ménager ce socle-là, ça veut dire qu'il n'a pas la cervelle. Et c'est ça que je ne comprends pas auprès des gens qui prétendent succéder à Biya. Vous ne pouvez pas prétendre, vous êtes écart, vous voulez succéder à Biya. Déjà, depuis 82 et surtout depuis 90, le pouvoir est violemment contesté. Et il est contesté tout le temps. C'est-à-dire quand quelqu'un aujourd'hui a un poste, il croit qu'il est fort parce qu'il a le décret. Ce n'est pas le décret qui lui donne la force. Ce qui lui donne la force, c'est les gens qui appuient Biya et qui empêchent que d'autres personnes viennent le renverser à Yaoundé, c'est tout. Alors quand les gens ne comprennent pas ça et s'imaginent que par coup de décret, ils peuvent être chefs d'État, ça veut dire qu'ils n'ont pas la cervelle. Ils ne comprennent rien du tout. Mais avec ce qui se passe, ça dit que quand on revient sur l'enquête pour sur Amougou Belinga, quand on revient sur cette affaire, parce que nous avons l'impression aujourd'hui que il y a une certaine honte, que jusqu'à preuve du contraire, parce que nous, quand on parlait de justice pour Martinez, ça veut dire que s'il y a des preuves palpables et vérifiables, comme quoi Amougou Belinga est impliqué, condamnez-le. Mais s'il n'y a pas de preuves, est-ce que c'est cette honte aujourd'hui qu'ils sont obligés, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont en train de justifier le pourquoi ils l'ont arrêté. Mais c'est justement ça que j'ai évoqué tout à l'heure en appelant ça la logique kafkaïenne. C'est-à-dire qu'on l'a arrêté à tort et qu'ils n'ont pas le courage de reconnaître qu'ils l'ont arrêté à tort, on va encore justifier cette arrestation purement injustifiée. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Puisqu'ils n'ont aucun élément. Et ils n'ont aucun élément parce qu'ils ne sont pas partis sur les bases saines. Si ça avait appliqué la logique de manière saine, on n'en serait pas là. Donc la seule chose à faire aujourd'hui, c'est qu'ils reconnaissent on a été peut-être emporté par la passion. Mais je vous dis que la résolution d'Aboubli ne passe pas auprès des gens sur qui ils vont compter pour prendre le pouvoir. Ça ne passe pas. Et qui ne s'imaginent pas qu'ils peuvent prendre le pouvoir en décusant Amougou Belinga. On en a assez. Bon, est-ce que l'histoire de Amougou Belinga ne fragilise pas complètement le journalisme? Aujourd'hui, on a l'impression que le journalisme au Cameroun, c'est déjà une affaire de parti politique. Parce que quand on voit des grands journalistes comme M. Xavier Messé, qui avait auparavant qui nous avait dit auparavant quand est-ce Martinez a été enlevé, quand est-ce Martinez a été tué et l'heure à laquelle qu'il a été tué. Il a été informé le plus tôt possible. Et ce monsieur est convoqué un mois après l'assassinat. Est-ce que ça ne manque pas une faiblesse? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut le dire. Est-ce que ça ne manque pas la faiblesse des enquêteurs que M. Xavier Messé, qui était la première personne, parce que dans ses premiers dires sur Radio Balafon, il nous avait dit que Martinez aurait été tué à 3 h du matin, il était au courant à 5 h. Et il a gardé l'information.
Est-ce qu'avec ces aveux qu'il a dit à la télé, à la radio, est-ce que ce n'était pas un motif d'interpellation et il a fallu qu'on attende un mois pour l'interpeller? Est-ce que ce n'était pas vraiment, ça ne marque pas la faiblesse des autorités camerounaises? Bon, vous voulez que je vous donne mon opinion? Ah, c'est pour ça qu'on est là. Je crois que c'est plutôt la commission d'enquête qui était mal formée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, dans un hôpital, celui qui connaît le mieux la médecine, c'est les professeurs de médecine, suivi des médecins, des docteurs. Il y a les infirmiers, il y a les aides-soignants. Mais si on vous dit que qui doit vous piquer un seringue, ou une seringue, c'est pas ce qu'on dit, qui doit vous piquer, ce n'est pas le professeur de médecine. Non. C'est l'aide-soignant ou l'infirmier. Pourquoi? Parce que eux, ils sont spécialisés dans les opérations. Ça me choisit avec les enquêtes. Les colonels, les commissaires divisionnaires qu'on a regroupés pour faire les enquêtes, est-ce que c'est des enquêteurs professionnels? C'est des gestionnaires d'enquête, ce n'est pas des enquêteurs. Ça dit que c'est des hauts cadres, n'est-ce pas? Donc, les missions sont d'ordre stratégique. On aurait pu prendre les, je sais pas, les commandants de brigade, qu'ils nous auraient produit un résultat meilleur. Plutôt que des gens qui, en fait, n'ont jamais exercé dans les enquêtes même, mais ont passé leur temps à encadrer les enquêteurs. Encadrer les enquêteurs ne fait pas de vous un grand enquêteur. Donc, moi, je pense que ça a été une défaillance technique. Le fait qu'on ait pris comme enquêteurs, non pas les enquêteurs professionnels, mais les cadres qui encadrent stratégiquement les enquêtes et qui ne sont pas nécessairement formés pour les enquêtes. Parce qu'en réalité, moi je sais que je suis un spécialiste de l'organisation dans ma formation. Je vous ai cité l'exemple de la médecine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un professeur de médecine qu'il va mieux t'injecter une seringue, non. En matière d'injection, un infirmier est toujours approprié parce que c'est son métier d'injecter. Mais le médecin-chef, ce n'est pas son métier d'injecter. Si on lui demande de faire des injections, il peut créer de graves accidents. Alors que c'est lui qui encadre. Donc, il faut faire très attention. Donc, la commission n'avait pas le profil requis pour des enquêtes professionnelles. C'est-à-dire que c'est des gens qui, par nature, sont sortis des grandes écoles et ont connu un profil professionnel qui leur permettait d'encadrer les enquêteurs sans qu'eux-mêmes mènent des enquêtes de manière opératoire. Et je crois que c'est des aspects, quand on évoque ça, les gens ne comprennent pas toujours. On avait nécessairement un biais. C'est nécessairement un biais. Moi, je pense que il fallait laisser les professionnels. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas un niveau très élevé, qui n'ont pas appris à encadrer les gens, mais qui ont passé qui passent leur temps à demander ce que tel a fait. Et je crois que si on avait plutôt fait ça, on aurait reçu. Mais lorsque vous regroupez les colonels, les commissaires divisionnaires, des gens qui n'ont jamais fait une enquête de manière opératoire, parce que par vocation, par leur niveau, ils sont là pour encadrer. On va leur donner une mission opérationnelle, même si c'est le chef qui a prescrit ça. C'est une mission opérationnelle. Or, ce n'est pas des cadres opérationnels, c'est des cadres stratégiques. Donc, il y avait déjà ces biais. Partagez le live, partagez le live. On n'est qu'à 200 partages, il faut partager le live. OK. Sur cette affaire de Martinez, on oublie quelqu'un de très important. On oublie qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées dans cette affaire. C'est-à-dire que le prêtre Ola. Mais le prêtre Ola, en mourant, a dit ceci, que les journalistes ne pensent pas que parce qu'ils sont parce qu'ils appartiennent à un camp,
ce qui garantit leur sécurité. Lorsque vous serez interpellé, vous devenez un danger pour votre camp quand vous serez devant les autorités. Est-ce que c'est ce que le prêtre avait dit avant sa mort? Est-ce qu'il ne voulait pas nous faire passer un message que c'est parce que Martinez était convoqué pour donner la source de ces informations qu'il a été tué? Bon, moi, une fois de plus, vous savez, quand les gens entrent dans la mafia, adviennent que pour eux, hein, moi, je n'ai pas grand-chose, mais je constate comme vous que l'affaire Martinez ne s'est pas arrêtée à son assassinat, mais qu'il y a des implications. Je crois que la justice elle-même, et c'est pour ça que je dis que les enquêteurs qui n'ont pas de haut niveau, là, dans les brigades, me paraissent les plus appropriés, ou bien les gardiens de la paix qui sont au PJ, me paraissent les plus appropriés. Parce qu'ils n'auraient jamais pu laisser l'affaire des Oulala, du prêtre Oulala. Ils n'auraient jamais pu laisser ça. Parce qu'ils font leur travail de manière consciencieuse, dans le désir d'être apprécié, dans le désir de ne pas se tromper. Ce n'est pas de créer de grosses huiles qui sont là plus pour, bon, disons qu'ils observent grosso modo le sang du vent. Parce que le problème c'est que vous parlez beaucoup des enquêteurs. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vraiment, bon, j'ai compris que vous ne voulez pas vraiment vous mouiller sur les enquêteurs. Mais par contre, l'avocat de monsieur Maître Tchouang a dit ceci, qu'il y avait des enquêtes dont le commissaire du gouvernement n'était pas au courant, à savoir qu'on avait convoqué la secrétaire d'Amougou Benga. Il lui fait une confrontation à M. Dangoué sans que les autorités ne soient au courant. Et il avait décrété ça. Et que quand il a fait le rapport au commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement lui a dit que non, il n'était pas au courant non plus. C'est pour ça que je vous ai posé la question à la base. Est-ce que cette enquête ne fait pas peur parce que ceux qui dirigent cette enquête sont beaucoup plus dangereux que ce qu'on ne pense? Oui, que ce qu'on ne pense. Oui, je vous ai dit que tout cela s'inscrit dans la bataille de succession. Il est évident que lorsqu'on a vu camp, chaque camp essaie de tirer la feuille de son côté, y compris et dans la mesure du possible en domestiquant les institutions. Moi, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit, mais on sait très bien qu'il y avait des pressions, n'est-ce pas, sur les enquêteurs et sur le tribunal militaire pour orienter les enquêtes dans le sens de l'interpellation de Montpellier et de son... Tout le monde le sait, puisque ça a diffusé aussi bien dans les réseaux sociaux que dans même les médias traditionnels. Donc tout le monde le sait, même si, bon, pour une raison ou une autre, on ne le dit pas ouvertement, mais tout le monde sait très bien que c'est vraiment dans la bataille de succession. Hein, je crois que... Par rapport aux médias mensonges, Pardon? Je vais en dire, par rapport aux médias mensonges. Bon, c'est un jugement de valeur. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où les médias ont déjà... Il ne faut pas oublier que nos médias sont des entreprises qui sont rarement équilibrées hein, en termes de compte d'exploitation. Généralement, c'est des structures qui vivent. On sait très bien que la majorité de ces médias-là n'arrivent pas à payer de bons salaires et même ces mauvais salaires, ils les payent de manière populeuse. Oui, c'est-à-dire rarement. Donc, en tant qu'expert, est-ce qu'on peut attirer encore? Très fragiles. Elles sont très fragiles à la corruption. Bon, on va rester dans le domaine de l'enquête. Est-ce qu'on peut enterrer un corps pendant que l'enquête est en cours sur ce corps-là? Non, ça, je ne sais pas. Il faut aller poser. Vous savez, certaines questions relèvent de la science juridique. Moi, je ne pose pas. Je ne traite pas de ce problème. D'accord. Bon, on va parler un peu d'économie. Il faut poser. Mais par contre, vous savez, moi, j'interviens beaucoup plus dans le sens de la logique et du bon sens. OK. Amour Beninga n'avait aucun motif pour assassiner Martinez Zoro. Et ensuite, quand bien même il aurait posé un acte, il y a quand même, dans un pays qui fonctionne, qui est adopté en code de procédure pénale, un certain nombre de précautions à prendre pour essayer de sauver
de sauvegarder l'empire économique. Maintenant, le reste, je n'ai pas envie de me mêler. Comme vous êtes économiste, bon, on va poser une question toute banale. C'est quoi la ligne 94? Pour que ceux qui sont là, ceux qui ne connaissent pas, essaient aussi d'avoir une idée sur la ligne 94. En gros, voilà, c'est quoi la ligne 94? La ligne 94 a été conçue en 1986 à la suite du Lagnos, la catastrophe du Lagnos. Oui. Le Lagnos avait tué des milliers de personnes et dizaines de milliers d'animaux. C'était un gaz qui sortait du lac. Je me rappelle de ce drame. Bon, maintenant, la gestion de cet événement a été très chaotique parce que le gouvernement n'avait pas prévu une ligne pour les accidents de cette nature. Donc, qu'est-ce qu'on faisait d'habitude? Qu'est-ce qu'on a fait? On allait chercher des ressources un peu partout dans le désordre pour essayer de résoudre le problème du Lagnos. Parce que c'était un grave accident. Alors, le gouvernement s'est donc dit que non, il vaut mieux avoir une ligne qui peut répondre à des accidents imprévus de cette nature. C'est-à-dire provision aux imprévus. Dans la comptabilité privée, on appelle ça provision aux imprévus. Donc, le gouvernement n'avait pas une ligne équivalente. On a donc décidé de créer une ligne équivalente. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le budget, puis il y a cette provision, cette réserve. Dans le cas où il y a un accident, on n'a plus besoin de modifier les lignes budgétaires. On pioche directement dans cette provision. Voilà la conception de la ligne 94. Donc, en 87, malheureusement, parce qu'elle est conçue en 86, mais en 1987, nous tombons dans la crise économique. C'est-à-dire que la gestion du Cameroun ne relève plus du gouvernement, mais essentiellement du FMI, du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international met donc de côté cette ligne, puisque c'était un argent oisif, une sorte de provision. Il ne faut pas garder l'argent en attente d'un événement, alors qu'on a de graves difficultés. Donc, le FMI met donc cette ligne-là entre parenthèses. Alors, nous ressortons de l'ajustement en 2006. Et donc, à partir de 2007, cette ligne est donc réapprovisionnée. La ligne 94, c'est-à-dire la ligne des imprévus. Comment cette ligne est alimentée? Comment cette ligne est alimentée? Non, ça a été conçu comme une ligne. C'est une ligne budgétaire comme n'importe quelle ligne. Oui, en principe, bon. Les fonds de cette, est-ce que ce sont les fonds des impôts? Est-ce que ce sont les fonds des hydrocarbures qui alimentent cette... Non, mais toutes les lignes, c'est une ligne budgétaire. Parce que, ça veut dire que c'est approvisionné comme n'importe quelle ligne. Comme les salaires, comme la construction des écoles. C'est une ligne. C'est une ligne budgétaire. Parce que, comme moi, je ne connais pas ce que c'est qu'une ligne budgétaire. Ça veut dire que quand on pose la question, c'est pour que les 200 personnes qui sont là, en gros, c'est comme si tu nous donnes un cours d'économie à ceux qui n'ont... parce qu'on entend parler. C'est-à-dire, oui. Le budget est composé de deux rubriques. Les recettes et les dépenses. Oui. Les dépenses, on ne les fait pas au hasard. On partage cet argent-là en disant tel montant, c'est pour telle dépense. Tel autre montant, c'est pour telle dépense. Tel autre montant, c'est pour telle. C'est ça qu'on appelle les lignes. OK. C'est-à-dire, les lignes, c'est le partage que l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, fait de l'argent. Comment on va l'utiliser? C'est donc ça qu'on appelle les lignes. OK, d'accord. La ligne 94 est aussi une ligne de partage. Lorsque l'argent vient, l'argent de l'État, les recettes, on les partage en fonction des lignes. Donc, la ligne 94 a aussi sa part prévue par le Parlement. OK. Maintenant, bon, maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer?
Malheureusement, dans la comptabilité privée, cette ligne-là est une provision. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, il faut qu'on trouve une solution avec l'argent qu'on n'a pas pu utiliser. C'est ça parce que la ligne n'a pas été bien conçue. On l'a conçue comme n'importe quelle ligne qui doit être utilisée à la fin de l'année. Or, la ligne par vocation n'était pas conçue comme ça. C'était une provision dont normalement on aurait dû soit prendre cet argent et confier ça à une institution spécialisée ou à la banque et non pas l'utiliser comme une ligne budgétaire. Alors, que va donc faire le ministre Motazé dans les années 2007, parce que c'était lui qui était ministre? Il se retrouve donc avec cet argent et en cas, comme il n'y avait pas un autre l'argent est oisif. Qu'est-ce qu'il va faire de cet argent? Lui, pour ne pas le perdre, il va donc appeler les autres ministères en leur disant, est-ce que vous avez un projet que vous auriez voulu qu'on fasse, mais qui n'a pas été retenu faute de ressources budgétaires? Donc, cette ligne est donc d'abord utilisée pour, en quelque sorte, réaliser certains projets qui ont été rejetés par le budget, compte tenu des limites du budget. Les limites budgétaires, oui. Donc, c'était comme une sorte de budget additionnel. Donc, quels sont les critères pour avoir droit à cette ligne 94? Non, vous posez une question en anticipation. Moi, je vous parle laissez-moi vous décrire l'histoire, sinon vous n'allez pas comprendre. Allez-y. Donc, cette ligne, lorsque le ministre se retrouve avec des ressources inutilisées, soit il laisse ces ressources dans le folklore, soit il les utilise. Or, normalement, ces ressources auraient dû être confinées. Malheureusement, le ministre ne sait quoi faire. Il décide donc plutôt d'utiliser la ligne-là pour, en quelque sorte, élargir le budget. C'est-à-dire qu'il crée un budget supplémentaire pour aider les ministres. Parce qu'il y arrive des moments où un ministère voulait réaliser un projet, mais malheureusement, comme les ressources sont limitées, on lui disait non, ton projet attend. Alors, la ligne là, le ministre de l'économie a donc pensé qu'il vaut mieux consacrer les ressources là à ce genre de projet. Ça, c'est la première phase. Après, donc, les ministères ont éteint cet avantage-là aux établissements publics administratifs, aux universités, aux communes. C'est-à-dire chaque fois que l'un d'entre eux trouve que son budget ne lui permet pas de réaliser vraiment ce qu'il voulait, eh bien, il demande au MINEPA un appui au MINEPA. Et le MINEPA utilise donc les ressources inutilisées de cette ligne pour répondre à sa demande. Après, donc, les communes viennent donc ce qu'on appelle les entreprises stratégiques. Évidemment, c'est-à-dire, l'idée n'était pas mauvaise en soi. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas un mécanisme de contrôle. Après les entreprises stratégiques, il y a eu des rapages. On a commencé à financer tout le monde. Voilà, en fait, l'histoire de la ligne 94. Mais jusqu'en 2015-2016, la ligne était profitait essentiellement aux opérateurs économiques qui étaient là, donc notamment les Bamileke et dans une certaine mesure les Fumés. Parce que c'est eux, quand on a dit qu'on étend ça au niveau des entreprises stratégiques, dont les agro-industries, tout ça, là. Donc, c'est eux qui bénéficiaient donc de cette ligne. Avant, évidemment, que ça dérape, où tout le monde a commencé à en bénéficier. Est-ce que sur la base des relations qu'il a avec est-ce que M. Fosso Victor a bénéficié de cette ligne 94? Non, je crois que M. Fosso, vous savez, la ligne 94 n'est pas le seul mode d'appui de l'État. Bon, quels sont les différents modes d'appui? Quels sont les différents modes d'appui des hommes d'affaires en passant par l'État? Quels sont les différents modes d'appui? Les modes d'appui sont extrêmement nombreux. Il y a d'abord les exonérations.
les aides fiscales ou douanières. Il y a les prises de participation de l'État. Il y a le soutien diplomatique. Par exemple, vous savez très bien que notre homme d'affaires le plus riche là, a des problèmes en Afrique du Sud. On est en train d'arracher ses biens. Vous voyez qui intervient? Il faut que l'État du Cameroun intervienne. Il faut qu'on n'arrache pas ses biens. Il y a des subventions. Ok. Donc, ce que nous allons dire ceci. Bon, est-ce que M. Feu Fosso Victor a bénéficié de l'appui de l'État pour bâtir son empire? Oui, bien sûr. Bon, est-ce que M. Kadi, je vais vous donner des noms. Ça n'existe pas. Est-ce que M. Kadi, bon, on va dire, est-ce que les hommes d'affaires de l'Ouest ont bénéficié de cet appui du gouvernement dans toutes leurs affaires? D'abord, prenons même la ligne 94, sans les autres lignes. On a accusé Motazé de donner l'argent du 94 au Bamileke dans la perspective de remplacer Biya comme dauphin. On l'a accusé, n'est-ce pas, d'instrumentaliser cette ligne-là pour être mieux parti. Oui, avant même que les Amoubili ne viennent, dans les années 2007-2008, c'était lui. Parce qu'il faut comprendre qu'après 2000, bon, il a été, on a envoyé au Premier ministère comme secrétaire général. Il a été remplacé, je crois, par Ngarou Djoumessi. Après Ngarou Djoumessi, il est revenu avant de partir aux finances. On a accusé Motazé d'utiliser cette ligne pour acheter le soutien des Bamileke. Mais la question que je pose, les Bamileke, les Bamileke, c'est 9% de la population camerounaise. Comment on peut donc l'accuser sur une population? Normalement, on peut l'accuser, par exemple, pour le Nord Cameroun. Ils ont une grosse population, mais les Bamileke, c'est 9% de la population camerounaise. Comment peut-on l'accuser de soutenir les Bamileke, pourtant que les Bamileke n'influencent pas les élections au Cameroun? Ceux qui influencent les élections au Cameroun, ce sont les nordistes. Non, mais qui vous dit qu'ils n'influencent pas les élections? Quand des gens disposent des médias, ils sont les plus actifs. Donc, ça, ce n'est pas un bon argument, ça. Donc, mais je vous dis, il y a des majorités démographiques, mais il y a des majorités sociales. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que vous jouez un plus grand rôle que les gens qui sont plus petits. Si les gens sont plus actifs, ils sont plus actifs sur le commerce, ils sont plus visibles. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre exactement dans quelle perspective des choses. La dimension politique n'est pas uniforme, c'est-à-dire simplement la démographie. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Les médias, par aujourd'hui, la réalisation de la mouvement est d'abord une affaire de médias. Ce n'est pas une affaire démographique. C'est d'abord une affaire de médias. Donc, à partir du moment où les gens contrôlent les médias ou bien contrôlent les villes, vous savez bien qu'on peut faire des révolutions en ville, alors que la masse paysanne n'est pas d'accord. On a vu renverser des chefs d'État en ville, alors que la masse paysanne n'est pas d'accord. Mais la masse paysanne n'a pas les mêmes arguments politiques. Bon. Je vais encore mettre une autre question là-dessus. Est-ce que ce ne sont pas les anciens bénéficiaires de la ligne 94 qui combattent à M. Amoubou-Belinga aujourd'hui, pensant qu'il bénéficie à lui tout seul les faveurs de la ligne 94? Non. Il faut voir qui combat Amoubou-Belinga. Parce que c'est pas les comme il y a plusieurs zones de combat, il y a le combat d'abord pour la succession du chef de l'État et aussi un autre domaine économique. Est-ce que c'est ceux qui ne bénéficient plus des largesses de la ligne 94 qui sont obligés de s'aligner maintenant en face pour combattre Amoubou-Belinga afin de récupérer leurs anciens dieux? Non. Je crois qu'il faut distinguer. Comme vous avez dit, il y a deux combats. Il y a le combat politique de succession et il y a ensuite un combat qui est ethnopolitique. Le combat ethnopolitique, c'est-à-dire que le combat politique, c'est grosso modo les gens qui sont autour de lui qui veulent le remplacer.
Hein? C'est grosso modo les bêtises. Ensuite, le combat ethno-politique qui, lui, renvoie à celui, au fait de chasser les bêtises de l'étude. Ça, c'est un autre combat. Donc, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le même combat. Donc, dans le cadre du combat ethno-politique, Amadou Benninga, lui, joue un rôle de soutien du bloc ECAN. Exactement. Ce n'est pas l'autre cas. Donc, la lutte au niveau du sommet de l'État est une lutte uniquement politique. C'est-à-dire que c'est les groupes bêtis, grosso modo, qui sont autour de Biya, qui prétendent le remplacer parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher le pouvoir. Pour que le pouvoir aille hors de chez eux. Ils n'ont pas cette envie. Hein? Donc, eux, ils sont dans une bataille de succession héréditaire. À côté de ça, il y a d'autres groupes qui, eux, sont hors de ce cercle et qui estiment que c'est leur tour. Ou alors que le pouvoir doit leur revenir après 40 ans entre les mains des petits. Donc, c'est deux combats différents, mais qui ont tendance à se superposer. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas toujours très bien ce qui se passe. Donc, dans les deux cas, Amadou Benninga est combattu. Sur le plan du combat politique, passons l'assimiler à un camp. Et exactement. Sur le plan du combat ethno-politique, on le trouve comme un obstacle avec ses médias, mais en même temps aussi son extension économique. Ok. Bon, je vous présente aussi VP de Londres, notre blogueur aussi, qui aura des questions à vous poser. Donc, VP de Londres, on t'écoute. Bonsoir au docteur Dieudonné et Somba. Nous sommes déjà très ravis. On vous voit constamment sur Club d'élite, vous voit dans les médias sociaux avec nous, ça fait aussi plaisir, déjà, pour commencer. Et en plus, vous nous donnez la possibilité de nous abreuver à la source de vos connaissances, étant donné que pendant longtemps, vous avez été dans l'administration, donc vous connaissez comment le pays fonctionne. Et vous êtes, comment je vais appeler ça, un Camerounais avisé. C'est comme ça que je préfère appeler ça, un Camerounais avisé. Merci. Donc, déjà, moi, je tiens personnellement à vous remercier. Personnellement. Parce que plusieurs personnes ne veulent pas, plusieurs personnes de votre génération ne veulent pas traverser le pas et comprendre que la nouvelle technologie, c'est une forme de conversation directe avec le peuple. Et vous avez décidé de communiquer avec nous avec toute l'humilité du monde entier. Donc, déjà, je dis franchement merci. Okay. Moi, ce qui me concerne, je souhaite plus parler de notre grand frère, Sa Majesté Amogo Bellinga, et aussi d'une situation qui est en train de ce qui se passe au pays et qu'on observe depuis. Je souhaite un peu que vous nous expliquiez quel est le rôle du CNC et pourquoi le CNC accepte que moi, je peux me mettre dans un média physique et commencer à insulter le docteur Essomba, Dieudonné Essomba, comme je veux, si je veux. Et que si j'ai une presse écrite, je peux me lever, caricaturer le docteur Dieudonné Essomba, le mettre en première de couverture. Ok, ça c'est le premier point. Je peux encore accepter que le docteur Dieudonné Essomba, c'est un civil. Mais comment je peux me retrouver avec mon papier presse, mettre en première de couverture le directeur du cabinet civil et sa grosse photo, je dis bien la grosse photo, écrire en bas là, que voilà le directeur du cabinet civil va intervenir dans ceci, va intervenir sans preuve. Et pour continuer, excusez-moi, comment est-ce que un journaliste peut prendre le micro dans une radio, commencer à verser des allégations en prétendant, soi-disant, il a les preuves,
qu'il n'a jamais présenté aux yeux du monde. Jusqu'à présent, moi, je suis en train de chercher ces preuves-là. Docteur Dieudonné Somba, je ne vois pas. Comment le CNC peut laisser ce genre de choses? Est-ce qu'on a d'autres structures qui peuvent censurer ce genre de choses au Cameroun? Je sais que ce n'est pas forcément votre domaine, mais je sais que vous avez une ample connaissance de la gestion du pays et des structures qui gèrent certaines subtilités. Merci. Oui, en fait, il faut noter que le CNC, c'est un outil médiatique. C'est l'organe de régulation des médias. Et dans ce cas-là, c'est un outil qu'on peut instrumentaliser. C'est-à-dire que les gens qui sont là, leur désignation est orientée. Ce n'est pas une élection qui les met au CNC, c'est les choix. Et ces choix sont orientés de manière à s'assurer la fidélité des gens qui y sont. Et cette fidélité-là, elle va se traduire par un certain nombre d'attitudes. Il est évident que dans ce genre de combat, les gens qui ont pu s'assurer du soutien des médias privés ont d'abord pris la peine de s'assurer du soutien du CNC. Il ne faut pas oublier que le CNC n'est pas un organe autonome, hein, même si par principe on l'estime indépendant, mais dans les faits, il dépend d'une certaine hiérarchie. Et donc, cette hiérarchie-là a une certaine emprise, d'abord dans la désignation des responsables, et ensuite dans la définition de la ligne éditoriale, hein, entre guillemets. Okay. Dans temps, on avait le directeur de l'Observatoire national des médias que je connaissais, M. Atanganamanda. Maintenant, je ne connais pas le nouveau. Mais à l'heure-ci comme à l'heure-ci, il y a une certaine télévision, comme Equinox. Voilà, moi je parle, nous sommes dans les médias sociaux, ça m'engage, ça ne vous engage pas, qui passe le temps à faire le bashing du Cameroun. Cette même télévision s'est placée sur l'affaire Martinez-Osogo. Menti à Mondo Vision. Docteur, vous avez écouté comme nous? Donc, est-ce qu'on peut impunément se placer devant une caméra au Cameroun et mentir au peuple? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est grave. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire, nous sommes dans un modèle d'organisation par essence, je dirais, dictatorial. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'organe indépendant. Donc, c'est des gens qui sont sous ordre, malheureusement. Si ça avait été un autre média, il est sûr que le CNC aurait eu une autre attitude. Mais si le CNC a reçu des instructions, des orientations pour privilégier telle ou telle interprétation, il ne va pas punir les gens, même s'ils violent grossièrement la déontologie. Donc il faut plutôt y voir un dysfonctionnement même du système politique du Cameroun, à savoir qu'on n'a pas une structure de régulation des médias, n'est-ce pas, qui soit au-dessus des camps, malheureusement. Donc, bon, quant à la télé dont vous parlez, Equinox, une fois de plus, Equinox a sa ligne de voix qui est connue. C'est une ligne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux camps, deux niveaux de combat. Le combat politique au sommet de l'État et le combat ethno-politique, n'est-ce pas, contre le régime du billet. Equinox est clairement dans le sillage du combat ethno-politique, c'est-à-dire pour ce média, il faut que les bêtises quittent du pouvoir pour laisser la place au Bamileke. Parce que c'est grosso modo ça, l'interprétation, la logique qui existe depuis que Kamto a émergé. Oui. Et donc, bon. J'avais une autre question là-dessus, mais grosso modo, c'est ça leur combat. Maintenant,
Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est légitime? Ça, c'est un autre débat. Merci. J'avais une autre question qui va plus dans le sens de l'affaire Martinez-Zogo. Nous avons observé une certaine cabale sur le grand frère Sa Majesté Moro Belinga. Une cabale véritable. Mais là, ce qui nous dérange le plus en ce moment-ci, c'est le fait que l'article 165 du Code pénal, de procédure pénale, ne soit pas respecté. Alors, normalement, la partie, on appelle ça la partie publique, donc le juge d'instruction, se demande de la partie qui défend devrait mettre entre les mains des avocats de Sa Majesté Moro Belinga et autres le fond du dossier, en fait, qui est constitué de tout le commérage que les gens ont raconté dans la commission mixte. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement, docteur? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu par rapport à ce dysfonctionnement? Pourquoi les avocats et nous autres, parce que l'enquête préliminaire est terminée, allez, nous voulons savoir pourquoi notre grand frère s'est retrouvé en train d'être inculpé pour, je ne sais pas comment expliquer ça, et mis en détention provisoirement pendant 6 mois. Alors, pourquoi le fond du dossier de l'affaire Martinez-Zogo n'est pas entre les mains de tous les partis selon, je dis bien selon l'article 165 du Code de procédure pénale? Première phase, ça c'est le petit A de ma question. Le petit B, pourquoi le corps du délit, donc celui qu'on a tué, l'autopsie n'a jamais été mise à la disposition de tout le monde? Bon, on comprend que l'autopsie est peut-être dans le dossier. Et maintenant, on veut enterrer le corps du délit et pourtant, nous sommes encore à la phase d'information auprès du juge d'instruction qui a une nouvelle enquête. Qu'est-ce qui ne va même pas? Docteur, je ne sais pas si vous avez bien compris ici le petit A et le petit B de mes questions. Bon, les questions que vous posez relèvent des techniques judiciaires. Donc, bon, moi, je ne suis pas spécialiste. Je pense que c'est des questions que moi-même je pose aussi. C'est-à-dire, et qui montrent en réalité que ce n'est pas très clair. Parce que quand une procédure est claire, même les non-spécialistes comprennent que ça, c'est clair ou bien c'est pas clair. Donc, bon, c'est des questions auxquelles devraient répondre des spécialistes ou alors le système politico-judiciaire. Mais, comme vous aussi, je m'interroge. Pourquoi il y a tellement de couacs, n'est-ce pas? Pourquoi il y a tellement de confusion? Pourquoi il y a tellement de contestation dans la manière de mener une enquête? C'est-à-dire, on sent bien que les gens sont perdus. Ils sont perdus. Donc, il n'y a pas de conviction. Donc, et quels sont les leviers maintenant pour pouvoir obtenir le fond du dossier? Je sais que, bon, le juge d'instruction peut décider de ne pas le donner, mais il peut quand même donner la possibilité à l'équipe adverse de venir lire le dossier sur place. Et pourquoi oui, je vous ai dit les gens ne parlent pas de ça? Qui relèvent des techniques judiciaires. Moi, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne sais même pas comment. Bon, la question que vous posez, je ne la comprends même pas très bien. Mais je comprends que, en fait, les procédures ne sont pas correctement respectées. Donc, moi, j'ai une posture essentiellement citoyenne. Celle d'un citoyen éclairé, n'est-ce pas, qui observe quelque chose sans en être spécialiste. Je pense quand même que si vous autres, qui avez un peu de lumière dans la science juridique, vous pensez que c'est un peu tiré par les cheveux, je crois aussi que je suis d'accord avec vous. Okay. Mais j'explique ça tout simplement par le fait que, vous savez, quand vous voulez fabriquer quelque chose,
de manière purement fortuite et artificielle. C'est-à-dire, ça part toujours le fil blanc. Donc, on veut forcer, mais ça ne passe pas. On veut forcer, mais ça ne passe pas. Et je crois que tous ces poids, toutes ces violations relèvent précisément d'une fabrication qui vraiment ne passe pas. Parce que c'est incohérent. Merci beaucoup. Voilà mes questions que moi je voulais poser aujourd'hui. Merci, professeur, de votre intervention. Franchement, on avait hâte de vous savoir ce soir. Et franchement, nous vous remercions encore. Et on aimerait que de temps en temps, vous nous édifiez aussi dans le domaine économique. Parce que là, vous nous avez expliqué la ligne 94, vous avez expliqué ce que c'est qu'une ligne budgétaire. Parce que beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de Camerounais entendent parler de la ligne 84. On entend parler des lignes budgétaires, on entend parler de... Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Donc, c'est aussi, ça a été, beaucoup ont appris aujourd'hui ce que c'est, comment ça a été créé. Donc, nous vous remercions franchement beaucoup de votre, du temps que vous nous avez donné. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je suis toujours disponible. Ok. Merci, professeur. Merci, docteur. Et à la prochaine, docteur. D'accord. Bon, monsieur, on va passer au deuxième volet. Envoyez beaucoup de cœurs au docteur Dieudonné Essomba pour le temps qu'il nous a accordé. Envoyez beaucoup de cœurs, maximum d'applaudissements. Et c'est avec des gestes comme ça que certains de nos pères nous transmettent la sagesse et l'intelligence. C'est ce qu'on souhaite souvent, d'avoir beaucoup de personnes comme docteur Essomba, de nous identifier. Moi qui vous parle, je n'ai pas fait d'école d'économie, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Raison pour laquelle je vous pose des questions les plus élémentaires pour que nous soyons informés. Donc, franchement, et surtout la diaspora, ça fait plaisir aussi d'élever un peu le niveau de nos lives. Et on va tomber sur un deuxième sujet encore avec VP de Londres. On va tomber sur l'opposition du corps, l'opposition d'un... C'est-à-dire que les avocats d'Amoukouben font opposition au corps. Et on va tomber sur le cas Valsero. Donc, je vous demande encore d'accentuer les partages. Nous ne sommes pas encore à 1000 partages. Nous avons un grand monsieur comme le docteur Essomba qui était là tout à l'heure. Vous n'avez même pas pu faire les 1000 partages. Les partages, c'est quand même grave. Quand nous sommes là, c'est pour vous informer, c'est pour vous dire. Quand on ne peut pas, quand notre cerveau atteint ses limites, on appelle un grand frère pour dire que grand frère, on atteint nos limites. Venez nous éclairer dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous disons tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà pourquoi je posais des questions très directes. Est-ce que Sa Majesté Amoukoubenga n'est pas victime de sa relation avec Paul Motazé? Est-ce qu'il n'est pas victime avec sa relation avec M. Laurent Lesso, avec M. Mvonda Yolo? Donc, je pose des questions de la rue. Donc, pourquoi? Et lui aussi, il va répondre d'une manière sécuritaire. C'est-à-dire que pour ne pas blesser les gens et ne pas dire qu'il est aussi en cabale contre quelqu'un. Bon, VP de Londres, on va tomber sur le premier cas, le cas Valsero. Oui. Bon, à savoir maintenant, si je peux expliquer, les gens, avant de tomber sur le cas Valsero, il faut qu'on explique d'abord aux gens ce que c'est que l'asile politique, et on va encore expliquer aux gens. Vraiment, je te laisse commencer, VP. Je te laisse introduire, voilà. Parce que c'est tu m'étais de plus que moi. Voilà. Non. Allez, nous sommes dans le cas Valsero. On sait que Valsero, il faut que les gens mettent mes lunettes ici là. On sait que Valsero, depuis quelques jours, est en train de nous chanter l'histoire où on a refusé de lui donner son passeport, c'est-à-dire on a pris sa nationalité camerounaise. Donc aujourd'hui, on va essayer d'édifier tout le monde par rapport à cette histoire de Valsero. Parce que plusieurs se trompent dans ça, Amen. Plusieurs se trompent dans ça. Donc, quand il dit plusieurs se trompent dans ça, c'est que nous, on s'était mis dans la position où Valsero est venu, il est sans Kaolo, il est en train de chercher l'Ongouda. Bon, nous savons bel et bien que quand tu cherches l'Ongouda, tu n'as pas besoin du passeport camerounais. Exactement. Voilà, tu n'as pas besoin du passeport camerounais. Tu pars, tu expliques ton histoire, comme les gars font souvent, et puis on va décider nous ou non où sont dans l'Ongouda. En fait, la vérité, c'est que Valsero n'a jamais cherché l'Ongouda en Europe. Valsero est venu via l'Italie.
Valsero a un permis de séjour italien. Je sais bien quand même, moi je n'aime pas souvent parler de la vie des gens, mais quand Valsero vient nous parler, Valsero c'est un acteur politique, moi je ne le prends pas comme un artiste. Valsero a un permis de séjour italien. Il est monté à travers un show bien connu, hein? On appelle ça les travailleurs temporaires. Il est monté à travers ce show-là. Et quand tu arrives directement, ton employeur introduit ton dossier et la préfecture te donne le permis de séjour. Hein? Donc, là, Valsero a eu son permis de séjour d'abord comme travailleur temporaire et puis ça a été traduit comme travailleur normal, donc un permis de séjour de 2 ans. Donc, ne dites, il ne faut plus qu'on dise que Valsero a demandé le Munda. Valsero n'a jamais demandé le Munda. C'est même pour ça que Valsero a mal. C'est même pour ça que Valsero a mal. Moi, je vais parler de l'Italie. Mais c'est dans tous les pays d'Europe. Quand tu veux renouveler ton permis de séjour, tu dois venir avec un passeport valide. Ça veut dire que, je recadre, donc, ça veut dire que Valsero n'est jamais arrivé en Europe par regroupement familial. Non. Valsero n'est jamais arrivé ici en Europe par regroupement familial. Jamais. Ok. Jamais. Il faut bien définir le problème de Valsero. Le problème de Valsero est à 2 niveaux. Valsero n'est jamais venu. Il est passé par l'Italie à travers un show bien connu. Bien connu. Et dès qu'il a eu son carreau, il est monté en France et retrouvé sa famille. Donc là où Valsero est, la preuve, Valsero travaille en France. Il ne peut pas travailler parce que le permis de séjour... L'italien ne te permet pas de travailler en France. Mais tu peux vivre en France. Mais ça ne te permet pas. Le permis de séjour... Sans te couper VP, il est dans la même situation que Billy. Par exemple. Était... Parce que Billy n'est plus là. Mais le gros souci, c'est que le seul permis de séjour en Europe qui peut te permettre de travailler dans les différents pays, c'est le permis long séjour. De 10 ans français, le permis de séjour à temps indéterminé italien. C'est le permis CE. Donc, quand tu arrives, tu peux postuler dans les boulots à pénurie, comme on appelle ça. Mais ce que Valsero, lui, là, parce qu'en Italie, pour que tu puisses avoir le long séjour, il faut avoir une résidence de plus de 5 ans. Bien expliqué et clair. Mais Valsero, lui, n'avait pas ça. Donc, il a eu le permis de séjour de travail. Et le permis de séjour de travail, c'est que 2 ans. Ça te permet de vivre dans tous les pays du Schengen, mais tu ne peux pas work. C'est pour ça qu'il fait ses podcasts. Il ne peut pas travailler, mais on ne peut pas le chasser. Pourquoi Valsero a mal? Pourquoi il pleure? Valsero pleure parce que, frère, quand tu as déjà eu le permis de séjour dans un pays du Schengen, tu ne peux plus demander le Ngunda. C'est mort. C'est fini. Tu ne peux plus aller demander l'asile politique. Par exemple, tu as le permis de séjour belge, tu dis que tu vas aller demander l'asile politique en France, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu le connais. Tu connais comment. C'est toi qui expliques tu as expliqué les 10 commandements, quand même. Tu es quand même le père de ça. Donc alors, Valsero se retrouve dans une situation où il veut renouveler son permis italien. Mais pour renouveler son permis italien, il faut renouveler son passeport. Parce que le passeport de Valsero que vous voyez là, c'est un passeport qu'il a eu à faire avant les histoires de combat, des combattants. Tu comprends? Donc, le passeport étant périmé, Valsero descend en Italie, à l'ambassade du Cameroun à Rome, en février, dans le mois dernier. Il introduit la procédure de demande de passeport, de renouvellement de passeport. Contrairement à ce qu'on dit, que certaines personnes peuvent dire, oh non, il faut montrer la carte d'identité. Non, quand tu as ton ancien passeport, tu peux renouveler en Europe avec cet ancien passeport-là. Mais le gros souci, c'est que au Cameroun, on a lancé la grosse procédure de double identité. Double identification. Oui. Nous tous, on est en train de suivre ça depuis au Cameroun, où on parle de double identité, machin. Donc, avec le nouveau système de passeport, où tu peux m'avoir le passeport même en 2 jours, en 1 jour, c'est possible. Hein? Mais on doit d'abord regarder si Ahmed Kamer ne s'est pas appelé VP de Londres hier. Il n'a pas changé d'âge.
Le truc, c'est que vous vous souvenez quand Valsero avait sorti la lettre au président, Valsero avait choqué. Quand il a sorti ça, il a choqué le passeport. Qui doit tirer, il doit vendre son vent. Il doit vendre son vent. Mais Valsero a eu à changer son identité. L'identité, ce que les gens ne savent pas, Valsero, c'est un ingénieur en travaux publics. Hein. Donc, il a fait l'école de travaux publics. Peut-être n'a pas terminé, mais il a fait l'école de travaux publics. Avec une identité. La nouvelle identité, maintenant, il ne peut pas travailler avec ses anciens diplômes. Donc, si je comprends bien, tu nous dis que quand il était dans le rap, il avait une autre ndang. Quand il a commencé le dossier de Kaolo, il a fait fabriquer une autre ndang. Il a fait fabriquer une autre ndang. Okay. Tu vois, parce que c'est avant 2018 que le gars voulait fort travailler. Il a compris que s'il surfe sur le MNC, il peut travailler. Il n'avait pas pensé à ces 10 mois de prison. Il n'avait pas pensé à ça. Tu comprends? Et le fait de ne pas avoir aussi les dos. Donc, quand je ne te coupe pas. Je reviens au dit de Kopo, qui avait dit à Valsero que le pauvre contrat qu'on t'a donné, Malox avait refusé ça. Voilà. Voilà. Donc, en fait, Valsero prend ça parce que lui, depuis la lettre au président, Valsero a compris que pour qu'il puisse définir son rap et mettre ça en avant et devenir peut-être le meilleur de l'Afrique, il faut qu'il sorte du Cameroun. Mais là, il n'avait pas les dos. Il a choqué quand même un passeport parce que pour faire le passeport au Cameroun, tu vois, étant au Cameroun, tu peux dépenser tes 60 000, tu as le passeport, tu attends le nombre de temps qu'il faut. Mais le pétard, c'est que le gars s'est retrouvé face à une histoire de double identité. Revenons dans nos dernières nouvelles ici. Ouais. Valsero introduit la procédure à l'ambassade de Rome. Arrêtez de dire que c'est à l'ambassade du Cameroun en France. Non, c'est en Italie. Parce qu'il est résident et il a le permis de séjour en Italie. Non, la preuve. D'après nos sources bien introduites, on a le dossier de Valsero. Oui. Oui. C'est qu'on parle n'importe quoi. Valsero n'est pas résident en France. Valsero n'est pas résident en France. Mais il vit en France parce qu'avec un permis de séjour, tu peux vivre où tu veux. Tu vois. Alors, le gros souci, c'est que quand il introduit ses Kaolo, il a un problème de double identité. Et là, sa procédure, on n'a pas dit à Valsero clairement que tu n'as pas le passeport. Non. Sa procédure est en cours. Comme Valsero se retrouve dans une situation où ça fait presque un mois passé, et pourtant le passeport, même en Europe ici, se donne à 2 semaines. Parce que étant au Cameroun, en moins de 2 jours, tu as ton passeport. En Europe, 2 semaines, tu sais avoir ton passeport. Tu vois ce que je suis en train de dire? Oui. C'est là où Valsero pète un câble. Ils ont aussi leurs sources. Hein. Ils ont aussi leurs sources. Il interroge ses sources probablement. Je dis probablement, là, je n'ai pas la preuve. Et clairement, ces sources, parce que nous tous sommes dans les sources, ces sources font comprendre le pétard. Voilà pourquoi Valsero, quand il sort, il fait le podcast pour tirer sur le patriarche Mbargangele. Pourquoi Valsero n'a pas tiré sur l'ambassadeur du Cameroun à Rome? Parce que l'ambassadeur du Cameroun à Rome a reçu son dossier comme tous les Camerounais. Tu comprends? Depuis que l'ambassadeur du Cameroun en France a engagé des situations avec les gars de la base, il y a une nouvelle qui a été sortie à tous les ambassadeurs de voir, oui ou non, s'ils peuvent recevoir. Mais pour dire la vérité, Valsero n'a pas cassé les ambassades. Il a le droit de donner ses opinions. Donc, pour dire, Valsero est un opposant politique, mais il n'est pas, comment on va dire, il n'est pas dans le sens où il est comme les camps à la panthère. Non. Non, parce que c'est 2 personnes. Les antécédents de Valsero, en tant que quelqu'un qui mange au comité central, ne lui permettait pas de dépasser une certaine limite parce que vu ce que Grégoire Ouna a fait pour lui, vu ce que Atangandji a fait pour lui, rien que on se demande même si c'est pas Atangandji qui a envoyé Valsero à l'intérieur pour manipuler la plupart des gars. C'est très probable. Ça, ce sont les informations que toi tu as. Moi, je connais le dossier. D'une façon ou d'une autre, par rapport à ce qui est en train de se passer ici, pourquoi Valsero a mal? Parce que sans son passeport, Valsero ne peut pas renouveler son permis de séjour italien. Si Valsero ne renouvelle pas son permis de séjour italien, il se retrouve sans papier. Mais quand je dis sans papier, c'est vraiment sans papier. Parce que, oui. Et expulsable où? Parce que quand les policiers français vont tcha Valsero, il va montrer son ancienne carte italienne. On ne va pas l'expulser au Cameroun, on va l'expulser en Italie.
C'est comme ça, on va l'envoyer en Italie, pour dire la vérité. C'est comme ça fonctionne. Donc, Valsero ne peut pas engager une procédure de mariage, de reconnaissance même de mariage ou de X. Non. Parce que sans ton passeport, il y a des choses qu'on va te demander que tu dois prendre dans ton ambassade. Tu comprends un peu. Sans le passeport de Valsero, Valsero est cuit, très cuit. Ce qu'on peut lancer, comment je peux lancer comme message à mon frère là, après toutes ces informations-là, c'est que, gars, bon, tu l'as pris bien profond. À toi de juger ce que tu as lieu de faire, ce qu'il a lieu de faire. Exactement. Et c'est ce que je disais. Bon, là c'est après que j'ai eu tous ces... Bon, que tu m'as renseigné sur toutes ces informations-là, parce qu'il était en train de... Ça veut dire que dire que ce qu'on disait, ça lui donnait encore les points. Ça veut dire qu'il se retrouve coincé aujourd'hui que, par rapport à sa double identification, il se retrouve coincé d'être sans papier. Oui. Oui. Parce que quand on disait que non, Valsero a demandé le Ngunda, Valsero est asilé, machin, il dormait tranquille parce qu'il savait que ce n'est pas la vérité. Au contraire, il pouvait utiliser les éléments là comme les éléments pour montrer que non, il y a un acharnement quelconque. Exactement. Maintenant, voilà la vérité qui est sortie maintenant. Étant donné qu'on savait que le gars a un problème de double nationalité. En gros, il ne savait pas que le double nationalité allait arriver sur lui. C'est pour ça qu'on vous dit souvent d'être... Vous marchez ensemble, vous courez ensemble, vous cassez ensemble, mais chacun a son prix dehors. Voilà. Voilà, on va prendre un exemple ici. Je vais profiter de la plateforme d'Amérique pour dire à Valsero. Valsero, si tu trouves que nous sommes en train de mentir, sors ton bac parce que Valsero a le bac. Valsero a fait l'école des travaux. Sors ton bac et tu sors ton passeport. On compare les deux. On compare les deux. On compare les deux. Qui sort son bac parce que Valsero a le bac. C'est pas, ne tentez pas d'imaginer que Valsero n'est pas intellectuel. Oh, arrêtez. Il a le bac, il a fait l'école des travaux. Et après, il a décidé lui-même que le manga prend le dessus sur lui. Et il dit qu'il va être rappeur. MC Solar. Que Valsero sorte son bac et qu'il sorte son ancien passeport, vous allez voir que l'identification, ce n'est pas la même identité. C'est là le problème de Valsero. Pourquoi Valsero veut croire, que veut faire voir, veut pousser les Camerounais à imaginer que le gouvernement camerounais a quelque chose. Maurice Kamto, qui est son chef, même pendant ces histoires de hold-up électoral, avait le passeport diplomatique. Exactement. On n'a pas enlevé. C'est récemment, ici, comme sa femme n'est plus ministre, parce qu'elle devait aller à la retraite, que probablement il y a des procédures pour enlever ça. Mais je ne suis même pas sûr qu'il est déjà enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu le remaniement ministériel. Et Maurice Kamto risque même d'être sénateur. Ce que les gens ne savent pas, mais quand même, je le dis ici. Maurice Kamto risque d'être sénateur. Pourquoi? Parce que les 70 qui ont été élus, il y a 30 que le président doit nommer. Et le président nomme souvent, il prend souvent dans les partis d'opposition. Imagine Maurice Kamto sénateur. Maurice Kamto risque fortement d'être sénateur. Comme Nedjon Fungi. Exactement. Je comprends ce que ça veut dire. Donc, ce qui dit que Valsero doit arrêter de vouloir tromper les Camerounais. Son problème est ailleurs. Aucun Camerounais, je dis aucun Camerounais est devenu apatride. Aucun. Je dis aucun. Même les patriotes Nouma qui sont aux États-Unis, qui racontent tout ça, on ne les a jamais enlevé leur nationalité. Exactement. Ils sont devenus américains, français, machin, c'est leur problème. Le Cameroun ne touche pas à la naturalisation, à ton cordon ombilical. Valsero, la vérité ici, c'est que tu as l'âge. Si tu penses que je mens, pour prouver que je mens, et je vais humblement venir demander encore pardon, montre ton bac que tu as eu. Tu as eu le bac. Et le bac que tu as eu pour entrer à l'école des travaux publics, là à Yaoundé. Parce que tu as fait l'école des travaux publics quand même. Et tu montres ton passeport.
c'est comme ça qu'il a réussi à manipuler toute l'opinion, de dire comme quoi, oui, il a battu, comme la plupart des gens qui le suivent. Et beaucoup d'artistes ont marché là-dessus. Non, il n'est pas apatride. Non. Mais c'est ce qu'il a fait partie, c'est le communiqué qu'il a fait partie, qu'il a dit pour attirer Non. comment il dit, la pitié Non, des non, non, gens. non. Bassero n'est jamais apatride. Bassero est Camer. Ce n'est. Attends un peu. Ta grand-mère est camerounaise, non? Elle a le passeport. Le passeport n'est pas une condition de naturalisation. Hein? Non. Les Français, il y a les Français que tu connais là-bas, ils ont le passeport. Ils sont français. Ils sont français, oui. Mais le problème de Bassero, c'est que son ancienne carte d'identité, il faut d'abord qu'on trouve ça. On sait qu'il a eu double identification, mais il faut remonter l'ancienne carte d'identité, détruire son âge et ses diplômes, accepter sa nouvelle identité de rappeur, de loup de la meute, avoir le passeport. Les chiens errants, on appelle la bande des chiens errants. Le chef de la bande des chiens errants. Maintenant, on revient sur le cas de... Parce qu'il y a un dernier coup d'éclat par rapport à Martinez. Oui. Ça veut dire que les avocats ont mis une opposition en disant qu'on n'enterre pas le corps là s'il n'y a pas une deuxième autopsie. C'est ce que je disais à notre docteur Dieudonné Souma. C'est le corps du délit. Le corps du délit. En fait, c'est le tableau de Michel-Ange. C'est là où il y a les vérités. Comment on va enterrer un corps et pourtant nous sommes encore dans la phase de l'information, donc dans la deuxième phase d'enquête. C'est impossible. L'autopsie n'est jamais sortie. Tu as vu l'autopsie de Martinez? On sait que Martinez a été violé. On sait que Martinez a été mutilé, donc on a coupé ses doigts. On sait que Martinez a été barbarement tabassé. Qui nous a dit? C'est J. Paul Remingono. Exact. Non, disons la vérité, c'est J. Paul Remingono. On sait qu'on a cassé la gorge de Martinez pour mettre les motos à l'intérieur. C'est J. Paul Remingono qui nous a dit ça. Toi, tu as vu l'autopsie? Pas du tout. Nous sommes dans cette histoire, si ça fait presque 2 mois maintenant. Qui a vu l'autopsie? Personne. C'est J. Remingono et ses complices qui ont eu à tuer Martinez, qui savaient ce qu'ils ont eu à faire à Martinez. Quand le corps de Martinez est trouvé, le gars était plus ou moins en décomposition, donc le corps était gonflé. On ne savait pas dire oui ou non ce qu'on a eu à faire à ce corps. C'est quand on ouvre le corps dans l'autopsie qu'on s'est dit, est-ce que tu sais que quand je trouve le corps de Martinez là, il y a d'abord un doute. Est-ce que c'est Martinez ou pas? Donc, ça sous-entend qu'on devait d'abord faire le test ADN. Est-ce que tu sais que le test ADN spécialisé post-mortem là, c'est en France qu'on a envoyé les échantillons. Donc, avant même que les échantillons arrivent, on montrait déjà que c'est un Belinga, écho, machin comme bêtises pour les attraper. Donc, tu comprends que la manipulation est arrivée à un problème, à un niveau extrême, au point où on ne se mettait même plus d'accord par rapport au timing. La personne qui nous a dit qu'on a fendu la gorge de Martinez, on a mis les caca, on a sodomisé, on a déchiré le corps, on a coupé les doigts, c'est J. Remingono. Personne n'a cette histoire, personne n'a l'autopsie. C'est l'autopsie qui doit dire que voilà ce qu'on a fait à ce monsieur, voilà ce qu'il a subi. C'est pour ça que les avocats sont en train de dire maintenant, attendez un peu, vous nous prenez pour les idiots là. Pendant l'enquête préliminaire, 1 mois, on a entendu, on a regardé, on n'a jamais vu le papier de l'autopsie. Vous venez avec les allégations, des choses qu'on a eu à faire à ce corps, que Danwe, par ricochet, ne reconnaît pas. Parce qu'il dit qu'il n'a pas tué Martinez. Vous venez nous montrer des histoires. Qui vous a parlé de ça? Tu sais, Amen, ils ont un texte qu'on les a donné. Les Paul Chuta, les J. Remingono, de lire. Donc, quand J. vient nous parler des histoires, personne n'a les preuves de ça. Pourquoi on doit enterrer Martinez? On ne doit pas l'enterrer. On doit refaire l'autopsie. Pourquoi
Pourquoi il n'y a jamais L'autopsie eu... coïncide avec... pour voir si l'autopsie coïncide avec ce qu'ils ont fait, soi-disant qu'ils ont fait. Moi, j'ai 2 fois qu'ils ont fait l'autopsie. Mais il n'y a même jamais eu... Je t'ai dit qu'il n'y a pas... Où est le papier de l'autopsie? Espérons qu'on donne le fond du dossier aux avocats d'Amourou Belinga et des Mais c'est là le problème. C'est là il y a tout le gros problème, c'est que le dossier ne veut pas être donné. Mais c'est ça, ils ne veulent pas. Et c'est même encore plus grave, mais ils ne veulent même ils veulent pas donner même la possibilité de consultation. De consultation, le dossier, voilà. Parce que normalement, il est aussi dit, ce n'est pas dans l'article 165, mais c'est d'une manière informelle, il est dit que le juge d'instruction peut éventuellement décider d'écorcer l'histoire, de ne pas vous donner physiquement le dossier qui lui a été remis par le greffier. Mais parce par que contre, ils peuvent le consulter. Mais ils peuvent le consulter. Voilà, c'est là alors, merci beaucoup. Mais ils peuvent le consulter sur place. Ça veut dire qu'on vous donne combien de temps? Une journée. Ça sous-entend que toi et moi, mec, si nous sommes... les grands avocats envoient alors leurs collaborateurs. Les gars vont copier, vont recopier le dossier. Mais dans le cas échéant, les avocats d'Amourou Belinga ont suivi l'article 165 au point où ils ont même donné l'argent. Parce que tu sais que au tribunal, pour qu'on te donne le dossier, les gars vont te dire qu'on doit te photocopier le dossier, donc tu dois payer. Ils ont payé les redevances, ça c'est de la loi. Ils ont payé les frais pour obtenir le dossier. Mais ils n'ont jamais obtenu ce dossier. Ça cause quand même une situation à se poser des questions. Parce que s'ils avaient le dossier, on devait savoir s'il y a autopsie ou pas. Parce que c'est pour ça qu'ils sont en train de bloquer, parce qu'ils savent que si on enterre le corps, là, ça tue l'autopsie complètement. Mais si on enterre le corps, le problème est terminé. Le problème est terminé. Toi, tu penses que si on enterre le corps, là, il y aura encore quoi? C'est fini. Donc, tout ce qu'on a dit qu'Amourou Belinga a fait là, il va prouver qu'il a fait ça. On n'a pas fait ça comment? Si on enterre le corps, c'est terminé, frère. C'est terminé. Voilà pourquoi. C'est ce que les gens doivent comprendre alors. On ne peut pas enterrer ce corps. Et comme ils ont profité du fait qu'il y a des situations dans la famille, alors eux, ils disent que, attendez, on n'a même jamais eu l'autopsie claire. Il faut l'autopsie claire de cette histoire. Et je pense qu'ils auront gain de cause. Ils auront gain de cause. Parce que je pense que l'autopsie, il a parti ici, parce que de la manière, la détermination que j'ai vue d'Anoué, c'est que le dossier est vide. Il a complètement dit lors de la première conférence que ce dossier est vide. Maintenant, alors, en fonction donc du Congo, ça qui a été fait tout autour, ils veulent avoir le dossier, l'autopsie, pour maintenant commencer les véritables enquêtes dans l'histoire. Mais si c'est bloqué jusqu'à présent, moi, mon avis, voilà, ce qui se passe là maintenant, c'est une question d'arrangement. C'est que là, maintenant, ils seront obligés de s'arranger avant Amourou Belinga. Rien que par l'image qu'ils ont. Pour qu'ils ne puissent pas les poursuivre après. Exactement. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça bloque pourquoi? C'est que les gars ne réfléchissent même plus que qui a tué Martinez. Les gars réfléchissent que comment on va faire pour sortir de cette histoire-ci, étant donné que nous savons qu'Amourou Belinga n'est pas mêlé là-dedans. Mais oui. Le gars n'est pas mêlé là-dedans depuis. Je vais te faire passer un voice. Je ne sais pas si toi aussi tu as eu le voice là. Mais bon, un des les internautes n'ont pas écouté ça, vas-y. Où les autorités. Attends, je vais te faire écouter le voice. Tu vas rigoler sur ce voice. C'est la magie du voice, la magie. Je ne sais pas si tu as écouté ce voice. Je vais te faire, peut-être tu as écouté ça. C'est le voice avec. Attends, je vais te faire écouter le voice. Attends, je vais te faire écouter le voice là. Attends.
Pendant que tu cherches le voice, la seule chose que l'on demande pendant que tu es en train de chercher le Oui, voice, vas-y, exactement. c'est que on lance l'appel au juge d'instruction. Il faut bien comprendre. Pourquoi on lance l'appel au juge d'instruction, mes chers frères et sœurs? Le juge d'instruction est super calé. Ah, mais le monsieur là a fait l'école, tu as compris? Oh, mon Dieu. On va tout dire de ce monsieur, le gars a fait l'école. Il faut voir son CV. Je vais vous publier son CV. Ah, mais moi, on va publier son CV demain sur nos différentes pages. Vous allez voir le CV de la personne. Et là, on dit à monsieur le juge d'instruction que monsieur le juge d'instruction, avec toute l'école que vous avez fait, dans votre école là, le genre de situation que nous sommes en train de voir là, je ne suis pas sûr qu'on vous a monté ça. Dans votre école que vous avez fait là, on ne fabrique pas les preuves. Et ici, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'à Morobelinga, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, le juge d'instruction met d'abord en jeu la crédibilité même de ses études. Tu me comprends, mais Ouais. la crédibilité de ces études. Parce que quand comme toi, tu es maintenant, tu es un gestionnaire de travaux, tu vois, quand tu te retrouves dans un chantier, tu mets en jeu la crédibilité. Exactement. Si tu fais le fond, on va commencer à se poser la question. Tu as compris? Donc, lui, là, on est là. Il a tellement ce que je dis qu'un gars, le gars a tellement fait les études que quand on regarde son pedigree, on comprend que dans cette affaire-ci, lui-même, il sait que peu importe le chapitre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de scène de crime à Mekane. On a tué le gars là où? On l'a même tabassé où? Pourquoi ce n'est pas mis en avant? Pourquoi l'autopsie ne sort pas? Comment ils ont fait pour savoir même que c'était Dangwe? Mais à côté de l'histoire de Dangwe, comment le nom de Sa Majesté Morobelinga se retrouve dans cette histoire? Bon, on peut comprendre que Dangwe, on peut peut-être dire que non, sa hiérarchie. Et quand on parle de la hiérarchie de Dangwe, tu sais qui est le grand patron de Dangwe? Non, pas. Non. Le grand patron de Dangwe, c'est le SGPR. C'est le SGPR. C'est le grand patron de Dangwe, c'est le SGPR. Son patron hiérarchique, c'est le DGRE. Donc, le grand patron du DGRE, c'est le SGPR. C'est lui qui siège au Conseil de sécurité du Cameroun, dont le président, c'est le Minat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas qu'on parle des choses qu'on ne maîtrise pas. La vérité, c'est que si on doit parler de, comment je vais appeler ça, de la culpabilité hiérarchique, le SGPR doit aussi être interpellé dans cette histoire. Ou sinon, pourquoi on interpelle Ecoeco? Bon, on dit, soi-disant qu'il s'est lamenté. Et puis tu peux te lamenter à ton poche, quoi. Mais putain, le petit frère là, il m'insulte fort là, mais c'est même pas comme ça là. Mais ça ne veut pas dire que ton poche collaborateur allait faire des conneries. Et en plus, et c'est là où moi j'interpelle le juge d'instruction. Monsieur le juge d'instruction, toute cette affaire repose seulement sur les déclarations d'une personne. Exact. Une personne. Donc, le gars pouvait vous dire que sa femme a couché avec le voisin, vous allez chercher le voisin. Donc, le gars pouvait vous dire que c'est le président Paul Biya qui lui a donné l'ordre d'aller chercher Martinez Zogo. Vous devez chercher le président Paul Biya. Parce que je ne comprends pas ce qui est en train d'arriver à mer. Le gars se lève comme ça, le gars dit que, oh, c'est Motazé, on publie Motazé. C'est Esso, on publie Laurent Esso. On publie Kaman. Monsieur le juge d'instruction, vous voyez cette affaire. Toute l'école que vous avez fait, on vous a enseigné que les enquêtes et les conclusions d'enquête se basent sur les preuves, pas sur les déclarations. Exact. Parce que l'homme peut mentir, la femme peut mentir, mais les preuves scientifiques... À partir du moment où ils ont renvoyé l'affaire la première fois au tribunal militaire, tout le monde a compris qu'Am Morobelinga était innocent. Voilà.
Voilà. Donc, Amen, tu peux te lever comme ça là. Donc, en fait, ce que moi je suis en train de voir, c'est qu'ils sont en train de jouer un jeu. C'est pour ça que j'ai posé la question au docteur Dieudonné Souma. Est-ce que c'est normal dans un pays que nous tous on soutient et qu'on aime, que les journalistes peuvent se lever comme ça, là, il écrit une presse, il dit Ahmed Kamer est telle personne. Et on ne le gère même pas. Si c'est comme ça, c'est normal alors que Dango aussi peut se lever et dire ce qu'il veut. Parce que c'est qu'au pays, tu peux dire ce que tu veux et ça ne te gêne pas. Et ce qui est étonnant, c'est que la loi est sortie contre les blogueurs. Ahmed Kamer, tu sais que tu ne peux plus dire n'importe quoi sur Facebook. Tu arrives au Cameroun, on te porte plainte, tu lis l'heure. Donc, comment eux peuvent faire lire aux blogueurs, mais pas aux pseudo-journalistes qui racontent des bêtises? Évidemment. Et je veux laisser un message ici, là, Amen. Merci même de ta plateforme. À la personne de la chambre de la cour d'appel. Ça, c'est un message très important. Parce qu'il faut que je passe bien le message. La personne de la chambre de contrôle de la cour d'appel qui a fait fuiter la demande de mise en liberté provisoire de Sa Majesté Amro Belinga en l'envoyant à Paul Tuta. Amen. On connaît déjà ton identité. On connaît ton identité. Il y a même des messages. Il y a même les messages, on connaît ton identité. Si une information fuite encore, moi, je n'ai jamais fait cela, mais je vais te publier. Photo, message privé. Je te publie et je m'en fous de ce qui va arriver. Tu comprends, ma mère? Oui. Je répète encore, je le réitère pour la deuxième fois. Donc, je le répète encore. La personne de la chambre, il ne faut pas que c'est le nom là maintenant, mais ça va pas. Non, attends d'abord. Au Oui. prochain. La personne de la chambre de contrôle de la cour d'appel qui a donné l'information à Pochuta 3 jours avant que la communauté nationale et internationale, donc d'une manière publique, ça sort que le conseil de Sa Majesté Amro Belinga, au niveau civil, a déposé la requête pour la mise en liberté provisoire. Il y a cette personne-là qui, dès qu'elle a vu le dossier, dès qu'elle a vu elle a envoyé à Paul Tuta. On connaît déjà ton identité. Ce que tu ne savais pas, c'est que tout était tellement bien positionné. Donc, on connaît ton identité. Je connais ton identité. Ah, même tu as identité aussi. Dis, publie bien. Non, je ne vais pas publier. Ce sont les... Parce que en plus, là, ça peut discréditer la cour d'appel. Non, je vais mettre sur ma page. Je ne vais pas publier sur les autres pages. Non, Raban Georgie pour le moment, s'il te plaît. Okay. Mais on attend. Si la personne a récidivé déjà que Antiki peut tout le temps. Non, parce que tu sais, ils savent déjà que Amro Belinga est dehors. Oui. 3 jours avant, Pochuta sort le truc, le poste. Il dit qu'encore, les gens vont se lever à Yaoundé, à Douala, à Bertois, si Amro Belinga est dehors. Je vais même encore revenir là-dessus. Si les Bamileke veulent se lever, si les Bamileke veulent se lever, ils n'ont qu'à aller chez eux pour faire la manifestation. Ouais, j'ai dit ça. Quand moi, la panta a coupé mon direct pour dire que je suis tribaliste, je lui ai dit que bon mot. Je vais dire quelque chose. Je dis et je répète. Paul Tuta dit que si on libère Amro Belinga, les gens vont se lever. Vous allez vous lever où? À Yaoundé, chez les petits. À Douala. À Douala, chez les Douala. Mais allez vous lever. Chez les Bassa. Allez chez vous. Tu te souviens de ce qui s'est passé au MSC? Rappelle un peu ce qui s'est passé avec les militaires du MSC à Douala. Voilà. Parce que vous pensez peut-être que ne pensez pas tout parce que nous vous laissons. J'ai toujours dit quelque chose et je tiens à le répéter. La vérité ne veut dire pas que on ne vous aime pas. C'est parce qu'on vous aime. Tout à l'heure, on a mis quelque chose. Tout à l'heure, on avait dit ici. Quand vous levez pour dire qu'il y aura manifestation,
dans le village de Kéké. Donc, on sort une écran parce qu'il est innocent. Les Bamileke vont dire que nous, on va faire la manifestation. Dans quel Yaoundé? Ngola Yaoundé qu'on connaît. Mais il faut essayer. Allez-y, essayez. On veut. À Douala, quand le MSC a décidé de marcher, c'est ce qui s'est passé à Mouré. Dans ton coin de Congondo, les gars donc, ont créé les cellules dans les maisons. Donc on les a... Oui, c'était en commande à la cité. Dans la cité, on les attrapait, on les mettait en cellule, on fouillait leurs poches. On les faisait laver la maison avant d'appeler la gendarmerie. Donc, ils aillent se lever. Ils vont voir. Donc, en fait, ma mère, je l'ai dit ici. On sait qu'il y a un match de foot tout à l'heure. On va partir, oui. Donc, voilà. Mais ce qui est sûr, le plus important était déjà avec VP de l'Homme. Bon, de toute façon, il revenait en live demain là-dessus. Bon, il fallait quand même que VP de l'Homme pose quand même des questions d'ordre économique aussi, d'ordre. Comme on a. On tient franchement à remercier le docteur Essomba, Dieudonné Essomba. Et c'est ça. C'est ce qu'on attend des élites. De venir parler, surtout dans les réseaux sociaux. Parce que l'avantage dans les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Tu dis ce que tu penses. Ça peut plaire comme ça ne peut pas plaire. Mais au moins, on est vrai. On n'invente pas. On vous dit ce qu'on a entendu. Donc, VP. Merci beaucoup, Ahmed Kamel, pour m'avoir donné la possibilité d'intervenir dans ta plateforme. Ton émission était super et je remercie aussi particulièrement le docteur Essomba. Et bonne soirée à toi, Ahmed. Ok, merci, frère.